Et si un simple tampon sur un passeport pouvait renverser l'équilibre du monde? Cette idée, provocatrice mais terriblement actuelle, résume la crise qui secoue aujourd'hui le Sahel. Le 16 décembre 2025, les États-Unis prennent une décision choc. Ils classent le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme zones à haut risque sécuritaire. Derrière l'annonce technique, une onde de choc balaye la région et fait vaciller les certitudes diplomatiques. Moins de 24 heures plus tard, la riposte fuse. L'accès aux trois pays est immédiatement interdit à tous les ressortissants américains. Pour beaucoup, cette réaction paraît brutale, disproportionnée. Mais en réalité, elle est le fruit d'une réflexion longue, façonnée par des années de défiance et de frustration. Sous la surface d'une querelle de visa couve une blessure ancienne. Décision unilatérale, humiliation répétée, le Sahel refuse désormais de courber l'échine. Il impose ses règles, exigeant respect, dignité et reconnaissance sur la scène internationale. Ignorer ce tournant serait une erreur majeure, car au-delà des formalités administratives, c'est la structure même des rapports de force mondiaux qui vacille. Pour la première fois, un bloc régional impose ses conditions et revendique la maîtrise de son récit. Pour saisir la portée de ce choc diplomatique, il faut revenir aux racines profondes de la crise et comprendre comment un simple tampon est devenu le symbole d'une révolution silencieuse. À l'origine de cette confrontation, des décennies de ressentiment et de décisions imposées de l'extérieur. Décryptons les événements qui ont mené à ce point de rupture. Ce qui s'est joué le 16 décembre n'était pas un simple incident administratif. C'était le point culminant d'un malaise longtemps ignoré, la partie émergée d'un iceberg de tensions accumulées. Depuis des décennies, le Sahel semblait ouvert aux Américains. Développement, commerce, éducation. Les ressortissants des États-Unis y circulaient sans entrave, symbole d'un pari commun sur l'avenir, d'un partenariat basé sur l'espoir partagé. Mais tout a changé en une journée. Washington a brusquement restreint l'accès à son territoire à tous les citoyens de 3 pays sahéliens. Pas d'avertissement, aucune concertation, même pas une courte période de transition. Pour les gouvernements concernés, ce fut une humiliation publique, bien plus qu'une formalité administrative. Le message était limpide. Aux yeux de l'administration américaine, les institutions du Sahel n'étaient point plus fiables. Incapacité à garantir la sécurité, doute sur l'identité de leurs propres citoyens, la sanction débordait largement le cadre technique, réveillant le souvenir d'une hiérarchie héritée de la colonisation. En réalité, ce geste s'inscrivait dans une série de pressions rampantes. Dépôt de garantie pour les visas, atteignant parfois plusieurs milliers de dollars, multiplication d'alertes sécuritaires, injonction à quitter la zone pour les Américains, retrait progressif de l'appui militaire et financier occidental. Chaque mesure, isolée, pouvait sembler anodine. Ensemble, elles dessinaient une trajectoire de désengagement, voire de défiance croissante. Ce contexte a profondément marqué les sociétés sahéliennes, déjà en quête d'une autonomie nouvelle. Tandis que Washington procédait à ces ajustements unilatéraux, les États du Sahel repensaient discrètement leur stratégie, affirmant leur souveraineté et s'ouvrant à de nouveaux partenaires hors du giron occidental. L'annonce américaine a joué le rôle de révélateur, mettant en lumière un rapport de force prêt à éclater. Ignorer ces signaux faibles ou réduire l'événement à une simple querelle de visa serait une erreur stratégique. Derrière cette tension se cache un basculement historique. Le Sahel impose sa voix, bouleverse les anciens équilibres et rebat les cartes du pouvoir mondial. Mais derrière la réaction unie et foudroyante du Sahel, que se cache-t-il vraiment? Entrons au cœur du conflit. Le rideau se lève sur une riposte concertée, longtemps préparée dans l'ombre. Les premières décisions sahéliennes surprennent Washington et déstabilisent les chancelleries occidentales. Ce n'était pas une crise de visa, c'était une crise de dignité et de légitimité. Derrière la décision du Sahel de fermer ses portes aux Américains, il y avait bien plus qu'une riposte administrative. Ce geste radical a marqué la fin de décennies d'alignement automatique sur les cadres occidentaux. Pendant tout ce temps, les pays du Sahel ont accepté des règles imposées de l'extérieur, troquant leur souveraineté contre une aide incertaine et voyant leur marge de manœuvre se réduire lentement. Mais en décembre 2025, tout a basculé. Devant des restrictions de visa imposées sans dialogue, le Sahel a refusé de plier. 3 pays ont agi ensemble d'un seul élan, affichant une unité nouvelle et déterminée à défendre leur dignité. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il s'appuie sur une doctrine claire, affirmée publiquement par l'Alliance des États du Sahel, l'AES, quelques mois plus tôt.
Cette doctrine repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, la réciprocité totale. Toute action contre l'un doit entraîner une réaction collective immédiate. Deuxièmement, la souveraineté des données, aucun partage d'informations biométriques sensibles, car qui détient l'identité contrôle le mouvement et le récit. Troisièmement, l'autonomie stratégique. Il n'est plus question de bâtir sa sécurité sur des exigences étrangères ou d'accepter une ingérence masquée sous la coopération technique. Le refus de céder les bases de données biométriques n'était pas un simple détail technique, mais une déclaration de souveraineté. Pour l'AES, ouvrir ces accès, c'était renoncer à la maîtrise de leur identité collective et à leur pouvoir de décision. En posant un non ferme, le Sahel a tracé ses propres lignes rouges, assumant le risque de l'isolement diplomatique ou économique. Ce qui frappe, c'est la cohésion et la rapidité de la réaction. Jamais auparavant, le Sahel n'avait affiché pareille unité face à une grande puissance. Ce n'était plus une riposte dispersée, mais un acte d'égalité. Pour ses dirigeants, la question n'était plus s'ils avaient le droit de dire non, mais s'ils pouvaient tout l'imposer ensemble, défiant les règles du jeu international. Derrière ce bras de fer se joue bien plus qu'un contentieux de visas. Pour les puissances occidentales, il s'agit de préserver le monopole sur la définition des règles. Pour le Sahel, le risque est réel. L'isolement ou au contraire une nouvelle confiance capable d'inspirer d'autres régions à revendiquer leur autonomie. En transformant une mesure unilatérale en acte fondateur, le Sahel a inversé la logique de dépendance. Ce n'est plus une crise subie, mais un test de souveraineté pleinement assumé. Le récit n'appartient plus seulement aux puissants. Il se négocie, il se dispute. La suite révèle comment cette rupture s'est traduite sur le terrain, bouleversant les alliances et les routines diplomatiques. Les premiers signes de cette nouvelle ère ne tardent pas à se manifester. Quand l'Amérique recule, d'autres avancent aussitôt. Dès l'annonce officielle de la fermeture du Sahel aux Américains, le paysage a basculé à une vitesse fulgurante. Les agences de développement, conseillers militaires et ONG ont quitté les lieux, abandonnant un vide à la fois symbolique et opérationnel. Sans relais sur le terrain, Washington perd l'accès à l'information locale, ses réseaux d'influence s'effritent, et l'œil occidental disparaît des dossiers sensibles. Ce vide n'a pas eu le temps de se refermer. En moins de 2 mois, des délégations russes, turques et chinoises se succèdent dans les palais présidentiels. Protocole d'accord, signature, promesses d'investissement, la géopolitique prend de nouveaux accents. Là où les avions américains patrouillaient au jadis, ce sont désormais les instructeurs de Moscou, les ingénieurs venus d'Ankara et les investisseurs de Pékin qui sillonnent la région. La rupture ne se limite pas aux uniformes ou aux contrats. Une révolution institutionnelle s'amorce, le Sahel s'efforce de bâtir ses propres mécanismes de financement. De nouvelles banques régionales voient le jour, portées par l'ambition de s'émanciper du dollar, des taux imposés par Paris ou Washington. Cette autonomie financière naissante attire l'attention des voisins, ébranle les certitudes et multiplie les alternatives au système monétaire hérité de la colonisation. Les conséquences sécuritaires sont immédiates. Privés du soutien américain, les États sahéliens doivent réinventer leur lutte contre les groupes armés. La négociation autour de ressources stratégiques, comme l'uranium ou les métaux rares, se fait désormais d'égal à égal, avec des partenaires étrangers moins soucieux de conditionnalité politique. Sur le plan psychologique, le choc est immense. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, le Sahel ose défier une superpuissance sans s'effondrer. La fierté nationale s'affiche, le discours de souveraineté se répand dans les médias, le sentiment de dépendance recule. Mais cette audace ouvre la porte à l'incertitude, à la gestion de crises inédites et à la tentation de l'isolement. Pour l'Occident, le risque est limpide. Perdre son influence sur des territoires stratégiques, céder le contrôle des flux de matières premières, du renseignement et des itinéraires migratoires. Pour le Sahel, l'opportunité d'écrire ses propres règles est réelle, mais le pari est vertigineux. S'émanciper, c'est aussi devoir affronter seul la complexité des nouveaux rapports de force. Mais la recomposition en cours n'est pas sans zone d'ombre. Derrière la quête d'autonomie, de nouvelles dépendances et rivalités voisant déjà le jour. Le Sahel ne se contente plus de suivre la partie, il en redéfinit les règles sous les yeux du monde. Lorsque l'administration américaine décide de fermer ses portes, la riposte du Sahel produit un séisme diplomatique. À Washington, à Paris, la stupeur fait vite place à la crainte. Perdre ce partenaire central signifie voir vaciller des décennies de stratégie et d'influence. Désormais, les chancelleries occidentales se retrouvent à spéculer sur leur marge de manœuvre, conscientes que, pour la première fois, elles n'imposent plus rien.
En miroir, Moscou laisse éclater sa satisfaction. Pour la Russie, c'est le Shtar, c'est l'occasion rêvée d'ancrer sa présence. Hamsosé, d'encourager la souveraineté des États sahéliens et de concurrencer ouvertement les Occidentaux sur le terrain mouvant du non-itchunarspop, c'est-à-dire du non-alignement. La Chine, plus feutrée, scrute cette redistribution des cartes avec un pragmatisme glacial. Elle pressent que cette ouverture favorisera de nouveaux investissements et des accords bilatéraux taillés sur mesure. Mais la portée de cette rupture dépasse les salons dorés des capitales. Partout en Afrique, la décision du Sahel agit comme un catalyseur. Pour de nombreux États du Sud global, elle devient le symbole d'une insoumission possible, la preuve vivante qu'on peut défier l'ordre hérité et reprendre la maîtrise de son histoire. Le récit dominant bascule, la légitimité change de camp, elle revient à ceux qui osent refuser. Une question cruciale émerge. Qui contrôle les données, contrôle le récit. Refuser l'intégration automatique au système d'autrui, c'est s'approprier ses identités, ses flux, ses clés d'accès. Dans ce nouvel échiquier où l'information détermine le pouvoir, posséder ses propres registres et fixer ses standards se révèle vital, autant pour la sécurité que pour l'autonomie. La diversification des alliances n'est plus un luxe, mais un impératif de survie. Au Sahel, on multiplie les partenaires, Russie, Chine, Turquie, puissances régionales émergentes, pour briser l'isolement et élargir sa marge de manœuvre. L'objectif n'est plus de remplacer une tutelle par une autre, mais de poser ses propres conditions et de jouer sur plusieurs fronts à la fois. Derrière cette recomposition, une question s'impose. Et si d'autres suivaient de loin l'exemple du Sahel ? Le risque d'une vague d'émancipation, alimentée par les frustrations et le désir de dignité, pourrait reconfigurer durablement les équilibres de la planète. Les anciens pactes vacillent, la carte de l'Afrique et au-delà se redessine sous nos yeux. Ignorer ce mouvement, c'est s'exposer à des bouleversements géopolitiques soudains, à des pertes d'influence sur des régions entières. L'enjeu désormais, c'est d'anticiper un monde où l'autonomie ne se quémande plus, mais s'arrache, parfois avec fracas. Mais ce nouvel élan ne s'est pas construit en un jour. Derrière la rupture, il y a des années de tensions, de frustrations accumulées et de choix stratégiques mûris dans l'ombre. Quand 3 nations transforment un simple visa en manifeste, le monde retient son souffle. Ce récit n'est pas celui d'un banal refus administratif. Il marque le point de bascule où le Sahel s'impose comme acteur central d'un nouvel ordre mondial. Derrière la fermeture des frontières, il y a la volonté farouche de reprendre la main sur son récit, de décider qui entre, qui sort et à quelles conditions. Le Sahel ne subit plus, il orchestre. Pendant des décennies, le Sahel était perçu comme une périphérie, dépendante des décisions extérieures, condamnée à attendre le feu vert de l'Ouest pour exister sur la scène internationale. Mais en décembre 2025, une frontière symbolique a été franchie. Un non commun, rapide et assumé, a inversé le rapport de force. Ce geste, mûri par des années de pression et de frustration, s'est transformé en acte fondateur, révélant une solidarité régionale inédite. L'autonomie n'est plus un slogan creux, elle prend corps dans chaque passeport tamponné ou refusé. Pour la première fois, le Sahel s'approprie les outils du pouvoir que l'on utilisait contre lui, changeant la dynamique et forçant les puissances mondiales à revoir leurs certitudes. Rome ne décide plus seule du sort de Carthage, et Washington comprend que l'accès n'est plus automatique, mais se négocie désormais sur un pied d'égalité. Pour le reste du monde, le signal est limpide. Chaque région peut désormais redéfinir la frontière entre partenariat et ingérence. L'équilibre des forces devient mouvant, prêt à basculer à tout instant. Saisir ces dynamiques, c'est se donner une chance d'anticiper les prochains grands bouleversements de la géopolitique. Les règles qui régissent la réputation, la sécurité et les opportunités économiques se réécrivent, non dans le marbre des traités, mais dans l'audace de chaque décision, de chaque non retentissant. La portée de ce geste dépasse largement le Sahel. D'autres régions observent, s'inspirent ou s'inquiètent, et si demain, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine ou le Caucase empruntaient la même voie, le non du Sahel résonne comme une invitation à repenser la souveraineté, l'influence et la manière de dessiner la carte du monde. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement d'ouvrir ou fermer des frontières, mais de reprendre la maîtrise de son histoire et de ses choix. Tout ce que nous tenions pour acquis, des flux migratoires aux accords de sécurité, est remis en question par la logique de réciprocité et l'exigence de respect mutuel. Rester passif, c'est risquer d'être dépassé par les prochains renversements. Une souveraineté réveillée ne se rend plus. La seule inconnue n'est plus le si, mais le quand et le comment ce type de rupture surviendra ailleurs.
Ce moment invite à la réflexion. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où chaque nom local peut ébranler l'équilibre global? La réponse dépend de notre capacité à déchiffrer les signaux faibles et à comprendre ce qu'ils annoncent, dès aujourd'hui. Mais pour bien mesurer la portée de cette rupture, il faut se pencher sur d'autres moments de l'histoire où un simple geste administratif a déclenché une onde de choc bien plus large. Prenons l'exemple de la guerre froide, lorsqu'en 1961, la construction du mur de Berlin fut précédée par de simples contrôles de passeports qui, en apparence, n'étaient que des mesures de sécurité. Pourtant, ces contrôles sont devenus le symbole d'un monde divisé, où chaque tampon, chaque refus signalait une fracture mondiale. De même, l'instauration du travel ban par l'administration américaine en 2017, visant certains pays à majorité musulmane, a provoqué une vague de réactions internationales, des manifestations dans les aéroports, aux contre-sanctions symboliques. Ce n'était pas qu'une question de sécurité ou de procédure, il s'agissait de la dignité de nations entières, du droit d'exister sur la scène mondiale, sans être stigmatisé. Le Sahel, aujourd'hui, s'inscrit dans cette lignée. Son refus n'est pas isolé, il est la dernière manifestation d'une longue histoire de résistance aux injonctions venues d'ailleurs. Il rappelle par exemple la marche du sel menée par Gandhi en 1930 en Inde, un acte symbolique qui défiait l'ordre colonial britannique via une simple poignée de sel. Ici, le tampon sur le passeport devient la poignée de sel du Sahel, modeste en apparence mais porteur d'une puissance politique et symbolique immense. Dans le contexte du Sahel, cette révolution silencieuse prend aussi corps dans le quotidien. Pensons aux étudiants sahéliens, autrefois accueillis dans les universités américaines, qui se voient désormais contraints de trouver d'autres terres d'accueil. Certains partant à Istanbul, d'autres à Moscou ou à Pékin, tissant de nouveaux réseaux, de nouvelles solidarités. Les familles séparées par ces décisions, les entrepreneurs contraints de revoir leur circuit d'exportation, témoignent que chaque décision administrative a un visage humain, des conséquences concrètes. Pour les gouvernements du Sahel, cette rupture est aussi un laboratoire de nouvelles pratiques. Ils investissent dans la cyberdéfense, créent des agences nationales de protection des données, forment leurs diplomates à la négociation multilatérale et à la gestion de crise. Les médias locaux amplifient la fierté nationale, organisent des débats quenants sur la souveraineté, et les jeunes générations s'engagent dans des mouvements qui prônent l'autonomie, la dignité et la solidarité régionale. Les parallèles sont nombreux. Quand l'Algérie a nationalisé ses hydrocarbures en 1972, elle a affronté l'isolement, mais aussi inspiré une vague de nationalisation dans le monde. De la même façon, le non du Sahel pourrait être suivi demain par d'autres refus collectifs, qu'il s'agisse de contrôle des ressources, de données ou de trajectoires migratoires. Mais la question demeure, comment transformer une réaction de dignité en stratégie durable ? La première étape consiste à bâtir des institutions solides, capables de résister aux pressions extérieures. Cela implique la création de banques de développement régionales, le renforcement des universités locales, l'investissement dans la recherche, l'appui aux startups technologiques et la création d'incubateurs d'innovation. En développant leur propre tissu économique et scientifique, les pays du Sahel réduisent de leur dépendance et augmentent leur pouvoir de négociation. La deuxième étape est la diversification des alliances. Les États sahéliens ne veulent plus dépendre d'un seul partenaire. Ils multiplient les accords avec le Brésil, l'Inde, l'Indonésie ou encore l'Afrique du Sud. Cette stratégie de non-alignement positif leur permet d'obtenir de meilleures conditions dans les contrats miniers, d'échanger des compétences et de négocier des transferts de technologies. Troisièmement, la maîtrise de la communication. Le Sahel investit dans ses propres médias internationaux, lance des chaînes d'information en plusieurs langues, finance des documentaires pour raconter son histoire selon son propre point de vue. L'objectif est au clair, ne plus laisser d'autres écrire le récit de la région, mais en devenir les narrateurs et les producteurs. Enfin, la gestion des risques, car défier l'ordre établi expose à des tentatives de déstabilisation. Les États sahéliens mettent en place des mécanismes d'alerte précoce, renforcent leurs services de renseignement, nouent des alliances sécuritaires avec des pays partageant leur vision de la souveraineté. La société civile est aussi mobilisée. Des associations surveillent les ingérences extérieures, défendent les droits humains et veillent à ce que la quête d'autonomie ne se traduise pas par une fermeture totale ou un repli sur soi. L'histoire montre que chaque grande rupture comporte sa part d'incertitude. Lorsque le Chili de Salvador Allende a tenté, dans les années 70, de s'émanciper des diktats économiques étrangers, il a dû affronter de puissantes contre-réactions.
mais il a aussi inspiré des générations entières à croire en la possibilité d'un autre ordre mondial. Aujourd'hui, le Sahel avance sur cette crête entre risques et opportunités. Sa décision de fermer ses portes aux Américains n'est pas une fin, mais un début. Derrière chaque tampon refusé, il y a une invitation à négocier, à inventer de nouveaux modèles de coopération. Le monde observe. Qui fera le prochain pas? Qui osera dire non et proposer une alternative? En conclusion, la crise actuelle du Sahel dépasse largement le cadre d'une querelle de visas. Elle interroge les fondements mêmes de la souveraineté, de la dignité et du pouvoir. Elle rappelle que l'équilibre mondial, loin d'être figé, se construit et se déconstruit à coups de décisions, parfois minuscules en apparence mais colossales dans leurs effets. Rester passif face à ces signaux serait une erreur. Plus que jamais, il appartient à chaque acteur, qu'il soit État, entreprise ou citoyen, de comprendre que la légitimité et le respect ne se décrètent pas, ils se construisent, se défendent et s'arrachent, parfois contre toute attente. Alors la prochaine fois que vous verrez un tampon sur un passeport, demandez-vous, s'agit-il d'une simple formalité ou du début d'une nouvelle histoire? Car dans un monde où chaque frontière peut devenir un champ de bataille symbolique, chaque non peut devenir un cri de liberté, et chaque crise une occasion de réinventer l'équilibre planétaire. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le Sahel n'est pas seulement une région. Il est devenu le laboratoire d'un monde